Un nouveau ministre dans le gouvernement, Ali Coulibaly, actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, a été nommé ministre de l'intégration africaine. Dans ce journal, vous aurez des précisions. 72 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire obtenu par l'État de Côte d'Ivoire sur le marché de l'UEMOA. Actualité sur le continent au Nigeria. Un deuil de 3 jours a été décrété après l'accident d'avion qui a fait 153 morts, aucun survivant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Un invité dans ce 20h, Charles Dibi Kofi, ministre de l'économie et des finances. Nous parlerons de la relance économique de la Côte d'Ivoire post-crise. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a signé ce lundi un décret nommant un nouveau ministre chargé de l'intégration africaine. Il s'agit de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Ali Coulibaly. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général du gouvernement. Nous l'écoutons. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, vient de signer un décret dont je vous donne lecture. Décret numéro 2012-484 du 4 juin 2012 portant nomination de ministre de l'intégration africaine et modification de son rang protocolaire dans le gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, M. Ali Coulibaly est nommé ministre de l'intégration africaine. Article 2. Dans l'ordre protocolaire du gouvernement, le ministre de l'intégration africaine, ainsi nommé, prend rang immédiatement après les ministres d'État. Article 3. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 4 juin 2012. Juste après sa nomination, le nouveau ministre de l'intégration africaine était face aux journalistes. Ali Coulibaly a parlé de sa nouvelle feuille de route. Le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer dans son gouvernement comme ministre de l'intégration africaine. C'est une marque de confiance dont je me réjouis pleinement. Ce qui m'a toujours guidé dans ma vie, c'est d'essayer d'être utile. J'essaierai d'être utile, de relever le défi que le président de la République vient de me lancer et donc d'être à la hauteur de la tâche parce que c'est une mission difficile, surtout compte tenu du contexte. Je ferai du mieux que je peux pour traduire en actes la feuille de route du président de la République en matière de politique extérieure dont l'Afrique constitue un volet extrêmement important. Voilà, c'était le tout nouveau ministre de l'intégration africaine. Venu en Côte d'Ivoire dans le cadre du colloque organisé par l'UNESCO, l'ancien Premier ministre français Edith Cresson a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Madame Edith Cresson a saisi cette occasion pour se prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale et sur les perspectives, notamment en termes de croissance. Le compte-rendu de la rédaction dans nos prochaines éditions. Voilà. Abidjan, depuis ce matin, capitale de l'UNESCO, l'organisation spécialisée des Nations Unies organise avec le Centre d'études et de prospectives stratégiques 2 jours de réflexion sur la culture de la paix. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Les responsables de l'UNESCO, les membres du Centre d'études et de prospectives stratégiques CEPS,
des experts ivoiriens et internationaux sur les questions de paix et des membres de la société civile ivoirienne et de l'Afrique de l'Ouest vont réfléchir pendant 2 jours sur le thème « Culture de la paix en Afrique de l'Ouest », un impératif de développement économique et une exigence de cohésion sociale. Les différents intervenants, Michel Brogoua, délégué Afrique de l'Ouest du CEPS, Tribo Laspierre, délégué général du CEPS, Ambroise Nyon-Saba, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Edith Cresson, ancien Premier ministre français, et Lala Aïcha Ben Barka, sous-directrice générale de l'UNESCO, ont dit que les réflexions que vont mener toutes ces personnalités permettront de trouver des pistes d'action novatrices pour la culture de la paix sur le continent africain. La rencontre d'aujourd'hui est une réponse de l'UNESCO à l'appel lancé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en vue de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. La 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO a décidé de recentrer le programme de l'organisation en vue de promouvoir une authentique culture de la paix et de mettre en œuvre un programme intersectoriel et interdisciplinaire pour une culture de la paix et de la non-violence. La sous-directrice de l'UNESCO a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara, le premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio, le gouvernement ivoirien et le président du PDCI RDA, Émir Ikona Bédié, pour les actions qu'ils mènent pour le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a ouvert les travaux au nom du gouvernement ivoirien, a dit que ce forum suivra les sillons tracés par le Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé en 1989 à Yamoussoukro par l'UNESCO, en présence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Après les convulsions sociopolitiques qui ont fortement secoué les fondements de la Côte d'Ivoire, les présentes assises en terre ivoirienne s'offrent à tous comme le signal d'une renaissance. Ce forum est également une opportunité tant pour notre pays que pour toute la sous-région. Les résultats des travaux de ce forum international de réflexion sur la culture de la paix permettront, selon les participants, de proposer des solutions pour la résolution des conflits ou les prévenir. Dans quelques instants, nous allons échanger avec le ministre de l'économie et des finances, Charles Dibi Kofi, sur la situation financière de la Côte d'Ivoire. Environ 72 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire obtenu par l'État de Côte d'Ivoire sur le marché de l'UEMOA. L'information a été donnée ce matin par le directeur général du Trésor au cours d'un point presse. Le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. Plus d'un mois après le lancement de l'emprunt obligataire TPCI 6% 2012-2015 par l'État de Côte d'Ivoire pour la collecte d'un montant indicatif de 60 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'objectif recherché, selon le directeur général du Trésor Adama Koné, a été largement atteint. Sur un objectif indicatif de 60 milliards de francs CFA, le montant total des souscriptions s'élève à 71 milliards 945 millions 950 000 francs CFA, soit une sursouscription de 11 milliards 945 millions 950 000 francs CFA correspondant à un taux de 120%. Les 60 milliards recherchés constituent une tranche du financement des 575 milliards de francs CFA des ressources levées sur le marché monétaire et financier prévu au titre du budget 2012 dans la rubrique investissement. Et le surplus de 12 milliards est une épargne pour le futur. La Côte d'Ivoire est à la tête des souscriptions avec plus de 60 milliards de francs CFA suivi du Bénin. Toujours à la recherche de fonds sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'État compte lancer avant la fin de l'année des bons du Trésor ou emprunts obligataires, signe que la signature de l'État de Côte d'Ivoire est de nouveau crédible sur le marché financier.
L'activité économique a évolué en 2011 dans un environnement national particulièrement difficile, marqué par les effets négatifs de la crise post-électorale sur les différentes composantes de l'économie ivoirienne. Un an après la fin de la crise et un trimestre après le début de l'année 2012, il est important de faire un point de la situation économique et sociale de notre pays, ainsi que les efforts consentis par le gouvernement. C'est dans ce cadre que nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Économie et des Finances pour en savoir davantage. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bon. Comment se porte l'économie ivoirienne une année après la crise post-électorale? Je dirais que d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez. Je dirais que l'économie ivoirienne se porte mieux. Rappelons qu'il y a à peine un an, lorsque le gouvernement s'installait, les prévisions faites par les institutions les plus crédibles, que sont par exemple le Fonds monétaire, prévoyaient un niveau de récession de 7,5% et un déficit de 8,5%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre économie était en récession terrible au moment où le gouvernement s'installait. Nous avons fait en sorte que, au moment où nous atteignions la fin de l'année, les prévisions qui avaient été très pessimistes ont été renforcées par de l'optimisme. C'est ça. Nous avons terminé l'année avec un niveau de récession de moins 4,7. Nous avons fait mieux que ce qui était préalablement prévu. Le niveau du déficit également de moins 8,5% de prévu, nous sommes arrivés à moins 4,4%. Aujourd'hui, nous prévoyons une croissance de 8,1%. Imaginez-vous un peu le bond assez intéressant de moins 4,7 à 8,1%. C'est important. Et je m'en vais dire que cette prévision de croissance n'est pas, si vous voulez, un leurre, mais plutôt une réalité que nous comptons atteindre. Et pour soutenir cette croissance-là, l'État a décidé cette année d'injecter près de 600 milliards de francs en investissement public. L'année passée, nous étions au total à 3%. Aujourd'hui, en investissement du PIB, aujourd'hui, nous passons à 5%. Et en formation brute du capital, nous serons à 12%. C'est-à-dire 5% pour l'État et 7,5% pour le secteur privé, et c'est l'ensemble qui constitue les investissements. Je m'en vais dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des secteurs de l'économie sont en croissance, que ce soit le secteur secondaire, que ce soit le secteur primaire, que ce soit le secteur tertiaire, l'ensemble sont en croissance. L'économie se porte mieux et nous y travaillons. Et vous avez pris un certain nombre de mesures et nous allons écouter notre reporter Ali Diarasouba nous en parler. Ces mesures portaient entre autres sur la restauration de la salubrité dans le district d'Abidjan et le démarrage des travaux de réhabilitation des routes et autres infrastructures sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le PPU. Face à l'ampleur de la demande sociale, il a été mis en place la gratuité des soins pour permettre aux populations de bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate. Les problèmes liés à l'approvisionnement du gaz et à la production de produits pétroliers par la Société ivoirienne de raffinage ont également connu une réponse appropriée. Ces mesures urgentes ont favorisé un regain d'activité plus rapide que prévu. Ainsi, le taux de croissance du PIB qui était projeté entre moins 7,5 et moins 6,3% est ressorti à moins 4,7% par rapport au niveau de 2010. Mieux, pour l'année 2012, les économistes du ministère des Finances s'accordent avec ceux du FMI sur un retour à la croissance. En effet, il est projeté un niveau d'augmentation du PIB réel de 8,1%, soit le taux le plus élevé depuis plus de 10 ans. Cette croissance serait essentiellement portée par l'investissement, dont le volet public doublerait en 2012 par rapport à 2011. Le gouvernement a adopté un plan national de développement qui doit guider son action sur la période 2012-2015. Ce plan table sur une dynamique de croissance forte avec des réalisations d'infrastructures de base, notamment dans les domaines des routes, de l'éducation, de la santé et du sport. Monsieur le ministre, malgré ce tableau qu'on pourrait qualifier d'encourageant, et bien des Ivoiriens estiment qu'ils ne ressentent pas l'effet de cette reprise-là dans leur quotidien. Qu'en dites-vous? Je comprends. Mais que les Ivoiriens sachent également que lorsqu'un pays connaît un an de crise selon certains grands économistes,
c'est 10 ans de perte de croissance. Je peux dire que globalement, la Côte d'Ivoire a connu 10 ans de crise, ce qui veut dire que c'est 100 ans de perte de croissance. Mais en un an, nous passons d'une récession à une résilience et à une croissance. C'est extraordinaire. Mais qu'on sache également que, vous savez, la mise en état, la remise à niveau d'une économie ne se fait pas aussi facilement. Mais j'estime que le gouvernement a fait le nécessaire. Et nous continuons de faire le nécessaire. Nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble de notre économie croisse ensemble. Et qu'il ne faut pas seulement tirer la croissance par un seul secteur. Le secteur primaire doit jouer son rôle. Le secteur secondaire doit jouer son rôle. Et le secteur tertiaire doit jouer son rôle. Et en même temps faire en sorte que notre économie devienne compétitive et qu'en même temps nous puissions attirer les investissements directs étrangers qui nous permettront justement de régler le problème des emplois. Je m'en vais vous dire qu'en 2011, nous avons injecté près de 2474 milliards dans l'économie ivoirienne. En 2012, à peine 3 mois, nous avons injecté près de 820 milliards. Et je m'en vais vous dire que lorsque je regarde la centrale des risques, au niveau des options de crédit que la Banque centrale nous communique, en 2011, il y a eu 1627 milliards de crédits distribués par les banques. Cette année, après 3 mois, nous sommes à 1649 milliards. Et monsieur le ministre, vous parlez des milliards, mais on constate que la vie est chère et les Ivoiriens disent que l'argent ne circule pas. Mais justement, l'argent ne circule pas. Comment voulez-vous qu'une économie qui est en croissance ne produit pas de l'argent qui circule? Si l'argent ne circulait pas, nous ne serons pas en croissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chiffres que je viens de donner tout à l'heure. À partir du moment où le système bancaire lui-même commence à faire confiance, ça veut dire que la croissance revient et que la confiance surtout revient. Je vous dis qu'en 3 mois, le système bancaire en matière de crédit a injecté près de 1649 milliards dans notre économie. L'État ivoirien a injecté 922 milliards dans notre économie. Ceci est très important. L'argent, il circule. Mais il faut reconnaître qu'il faudra évidemment, d'ici la fin de l'année, est-ce que vous voyez, parce que notre économie, dans le premier semestre, n'est pas assez dynamique. Elle devient beaucoup plus dynamique à partir du second semestre. Les effets de cette croissance seront ressentis sérieusement à partir du second semestre, surtout que nous sommes en train d'améliorer la capacité d'absorption en ce qui concerne l'État et faire en sorte également que le secteur privé puisse améliorer sa capacité d'absorption. Nous avons d'ailleurs fait en sorte que le délai de passation des marchés publics, pour qu'on aille vite aux investissements et que les investissements soient visibles, pour que les Ivoiriens sachent que leurs préoccupations sont prises en compte, nous avons fait en sorte que de 148 jours pour passer des marchés, nous avons réduit le délai à 71 jours sans toutefois obérer la gouvernance, sans toutefois faire en sorte que nous puissions occulter la transparence et la crédibilité de cette procédure de passation des marchés publics. L'État paye également. Les arriérés sont payés. Nous avons injecté déjà 95 milliards en ce qui concerne le stock des arriérés que nous avons. Et nous poursuivrons ces efforts-là. Donc je pense que les Ivoiriens doivent être un peu patients. Nous sentirons tous ces effets. Et d'ailleurs, nous commençons à les sentir dans la mesure, si vous avez remarqué, l'ensemble des grands chantiers de l'État ont démarré. Tout à l'heure, vous avez vu le film, l'autoroute du Nord, les travaux ont repris. La construction du pont de Jacquesville, les travaux ont repris. La sécurité en eau potable, nous y avons injecté près de 10 milliards, sans oublier que les effets positifs du programme d'urgence présidentielle qui se passe très bien, pour lesquels également les besoins d'urgence sont pris en compte. Il s'agira très prochainement, je dirais même dans les prochains jours, puisque nous sommes en liaison avec le ministre des Infrastructures économiques, de faire en sorte que nous commençons à toiletter les pistes rurales, de sorte que nous puissions faire une évacuation facile des produits vivriers. Et c'est tout cela qui va permettre de baisser le niveau de l'inflation. Nous y travaillons. Alors, et en même temps, pour l'inflation, faire en sorte que nous puissions huiler le circuit de distribution et en même temps lutter contre les faux frais que sont le racket et sont évidemment les situations de monopole qui créent
si vous voulez, un coût élevé par rapport aux denrées alimentaires les plus importantes. Nous y travaillons. Alors, Monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir sans parler de PPTE. Nous en sommes en ce moment avec l'obtention du point d'achèvement. Est-ce que obtenir le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est une valise d'argent à destination de la Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que ce soit une valise d'argent à destination de la Côte d'Ivoire, mais lorsque vous consacrez le tiers de votre budget à payer la dette extérieure, et que cette dette extérieure-là, vous vous battez pour qu'en définitive, elle soit annulée, ce qui veut dire que ce que vous utilisez pour payer la dette extérieure, vous l'utilisez désormais pour investir, pour créer le patrimoine et créer la richesse dans le pays. Voilà pourquoi est-ce que le PPTE est très important. J'ai toujours dit que le PPTE n'est pas le point d'achèvement de nos difficultés, mais c'est une plateforme que nous devons utiliser pour que ce pays rebondisse et que nous ayons un niveau de croissance qui soit inclusif. Quand je parle de croissance inclusive, il s'agit de croissance qui doit d'abord toucher les plus pauvres. Faire en sorte que dans le milieu rural, le paysan ait un revenu normal, correct, qu'il puisse scolariser son enfant, qu'il puisse se soigner, qu'il puisse avoir accès à de l'eau potable, qu'il puisse avoir accès à de l'électricité. C'est cela la croissance inclusive, qui doit toucher les populations les plus faibles. Et je ne vous cache pas qu'au niveau des dépenses pro-pauvres dans le budget, nous y inscrivons près de 850 milliards. Et nous faisons en sorte que cela soit bien réalisé. Donc je pense que c'est un peu cela. Votre mot de fin, Monsieur le ministre? Mon mot de fin, je dirais que le président de la République a pris des engagements. Le gouvernement se charge de faire en sorte que ces engagements soient respectés avec le suivi très régulier du Premier ministre. Le président de la République a décidé, dans sa vision, et il nous le fait savoir tous les jours, que la Côte d'Ivoire doit devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Ce qui veut dire quoi? Que nous devons devenir un pays avec un niveau de croissance à 2 chiffres positifs. C'est cela qui va endiguer la pauvreté et c'est cela qui va permettre aux Ivoiriens de mieux vivre. Le président de la République tient ses engagements. Je m'en vais dire qu'aujourd'hui, nous ne disions plus que nous avons le devoir de réussir. Nous avons l'obligation de réussir pour que les Ivoiriens se sentent mieux et que la Côte d'Ivoire soit un pays envié, que la Côte d'Ivoire soit un pays regardé autrement, c'est-à-dire de manière positive, que nous soyons crédibles. Nous y battons pour cela. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité ce lundi, la présentation officielle des 6 commissions permanentes de la nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le point avec Thomas Baenchi. Lors de la session extraordinaire du 23 avril dernier à Yamoussoukro, les commissions permanentes ont été constituées et leurs présidents désignés. Il restait donc à répartir les députés entre les 6 commissions et constituer les bureaux. C'est ce qui a été fait ce jour à Abidjan, mais en dehors du siège de l'institution, toujours inexploitable. Les députés sont donc répartis en nombre égal au sein des commissions qui comptent chacune un président, un vice-président, un rapporteur général adjoint et 2 secrétaires. Les 6 commissions sont la commission des affaires générales et institutionnelles présidée par M. Afoussiata Bamba Lamine, la commission économique et financière présidée par le député Kone Brahima Yves, la commission des affaires sociales et culturelles, président M. Fregbo Guédé Basile Mesme, la commission de la sécurité et de la défense présidée par le député Oulata Gaoudi Pierre, la commission des relations extérieures présidée par l'honorable Aou Emilienne Bobiassa. Enfin, la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, présidée par Mme Kayo La Clarisse. Le président Guillaume Soro estime donc que l'Assemblée nationale est fin prête. Sur cette base, les commissions peuvent valablement se mettre au travail en vue de permettre à la représentation nationale d'accomplir ses missions régaliennes de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale. La conférence des présidents se réunira bientôt pour établir le calendrier parlementaire qui inclura la vérification de l'exécution des budgets de 2004 à 2010, l'Assemblée nationale ayant été saisie de 7 projets de loi de règlement budgétaire. La communauté internationale célèbre demain mardi 5 juin la 40e journée mondiale de l'environnement. Le message de sensibilisation du gouvernement
a été dit par le ministre Alla Kouadio-Rémy, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce message a été recueilli par notre reporter Juliette Ouya. La 40e journée mondiale de l'environnement est l'occasion pour chaque pays de faire le bilan des activités menées et celles prévues selon son aspiration à vivre dans un environnement sain. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale a eu pour conséquence d'aggraver les problèmes environnementaux. C'est donc pour cette raison que de nombreux projets, dont la préservation des parcs et réserves, la restauration des baies lagunaires et la dépollution complémentaire des sites contaminés par les déchets toxiques, ont été initiés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les populations sont ainsi invitées par le gouvernement à pratiquer une économie verte, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, privilégier une économie socialement inclusive et gérer durablement les ressources. Oui, il ne peut y avoir d'économie verte et prospère sans le soutien et l'engagement ferme de chaque citoyen et de chaque habitant de ces pays. Développer une conscience écologique est un objectif majeur de l'action gouvernementale. Des efforts seront donc déployés dans cette perspective. Toutefois, la détermination individuelle est névralgique pour réunir les conditions du succès. C'est pourquoi je ne saurais terminer mon propos sans exhorter chacun de nous, habitants de ces pays, à saisir les opportunités offertes par l'économie verte. Voilà, le commissaire divisionnaire de police, porte-parole de la police nationale, est sur notre plateau pour un communiqué. Voilà. Merci, monsieur. Je voudrais juste rappeler que nous donnons pour la seconde fois lecture de ce communiqué. Nous l'avons déjà fait le vendredi dernier sur ce même plateau à 23h. Seulement, nombreux étaient les policiers qui n'ont pas écouté ce communiqué-là. Donc c'est à leur intention que nous donnons lecture à nouveau de ce communiqué. En 2006, une opération d'acquisition de terrains nus a été initiée par la société immobilière azurienne de promotion au profit des policiers. 4111 policiers y ont souscrit. Les lots et les lettres d'attribution devaient être disponibles 6 mois après. Cela n'a pas été le cas. Les sommes précomptées sur les salaires des policiers ont été logées à la Banque pour le financement de l'agriculture, BFA, sur un compte séquestre. À la date du 6 février 2012, ce compte était effectivement créditeur de 4,566 milliards de francs CFA. L'opération a connu des blocages parce que le promoteur, M. Guégué Louis Durand, n'a pas purgé les droits coutumiers des propriétaires terriens. Par courrier en date du 4 avril 2012, M. Yeboué Barnabé, directeur général de la BFA, a demandé la main levée sur la somme de 2,479 207 250 francs CFA, correspondant au prix d'achat de 1483 lots pour lui permettre de créditer le compte du promoteur afin de purger les droits coutumiers des propriétaires terriens. Alors que le compte séquestre du Fonds de prévoyance de la police nationale a été effectivement débité, le compte du promoteur n'a pas été crédité. Les travaux n'avançant pas sur le terrain, la haute hiérarchie de la police, après plusieurs réunions de relance et dans le souci de préserver le climat social et sauvegarder les intérêts des policiers, a mis à la disposition de la direction de la police économique et financière, ce jour 1er juin 2012, messieurs Guégué Louis Durand, DG de l'Azurienne de promotion, et Yeboué Barnabé, DG de la BFA, pour élucider cette affaire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tient à rassurer tous les policiers souscripteurs, aussi bien de l'opération azuréenne que de l'opération Sophia, que leurs intérêts seront sauvegardés. Fait à Abidjan le vendredi 1er juin 2012 pour la police nationale, le porte-parole. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Faisons un pas en arrière pour vivre quelques temps forts de la fête des mères. À Yamoussoukro, les moments ont été célébrés en présence de Mme Henriette Konan-Bédié. Le compte-rendu de Thérèse Tapeyoboué. Joie, chaleur étaient encore au rendez-vous à l'hôtel Président à l'occasion de la traditionnelle fête des mères. Une fête initiée par l'ONG Servir. Madame Henriette Konan-Bédié a décidé cette fois de se tourner vers ses sœurs de l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro. Ainsi, venues de plusieurs villages et quartiers, elles ont toutes reçu des cadeaux. En présence des autorités politiques, administratives, les opérateurs économiques et les chefs traditionnels. Esquivant quelques pas de danse, avec toujours un sourire pour chacun, Henriette Konan-Bédié a une fois encore démontré sa joie de donner, avec amour. Des qualités relevées par le maire Kwaku Nyanangbe. Profitant de cette cérémonie, la Fédération des associations des femmes de Yamoussoukro, tout en exprimant sa gratitude à celle qui a décidé de s'aimer la joie autour d'elle, demande la construction d'une pouponnière, la dotation de l'hôpital d'un mammographe, la construction d'un foyer féminin. Les femmes de Yamoussoukro, à leur tour, ont manifesté leur affection à la présidente de l'ONG Servir en lui offrant des cadeaux, fruits de leur labeur. Henriette Konan-Bédié a expliqué le sens de sa présence à Yamoussoukro. Je suis venue à Yamoussoukro pour encourager mes sœurs à poursuivre les efforts, à prendre de nouvelles initiatives pour garantir leur indépendance financière. Gage de liberté et de dignité. Brave mère de Yamoussoukro, je sais compter sur vous. Après l'hôtel Président, la présidente de l'ONG Servir a été reçue par le maire de Yamoussoukro. Là-bas encore, elle a fait parler son cœur avant de prendre congé de ses hôtes. Actualité sur le continent au Nigeria, un deuil de 3 jours a été décrété après l'accident d'avion qui a fait 153 personnes tuées. 100 corps au total ont été sortis de l'épave de l'avion. Les recherches se poursuivent. En Syrie, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le journal des 20h. Portez-vous bien.